Bonjour à tous, merci d'être présents. Vous allez pouvoir commencer, je pense, il est 10 heures. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la descente de charge dans Autodesk Revit. Je suis Krishan Markanda, ingénieur structure chez Man Machine. Je fais une petite présentation de la société. Man Machine qui a été fondée en 1984. Nous pouvons vous accompagner dans votre transition dans le BIM. Vous avez au sein de l'entreprise plusieurs experts dans différentes spécialités. Moi-même, dans la partie structure, nous avons les spécialités MEP, autant pour les architectures. Également, nous sommes un centre de formation, de certification, donc ATC, ACU, ACP, et nous commercialisation des solutions CAO BIM, CFAO. Je vous invite à aller sur notre site Man Machine, et aussi on est présent sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn également. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre page YouTube également. Donc pour commencer la descente de charge, je pense que nombre d'entre vous qui êtes présents, vous connaissez la définition de la descente de charge. Donc qui est que le cheminement d'une décharge de la structure du haut vers le bas, même si c'est vrai, je vous accorde qu'il peut avoir des efforts de soulèvement. Mais pourquoi les descentes de charge? À mon sens, pour moi, la première vérification qu'on entreprend quand on modélise un bâtiment, quand on est en train de calculer un bâtiment, c'est deux choses. On va premièrement vérifier le déplacement de la structure et la somme des réactions. Donc ces deux informations, donc je répète, déplacement, réaction, somme des réactions, vont vous donner une image, bref, de comment, de la personnalité, si on veut, de votre structure. Donc d'une part, on a la descente de charge, et donc pourquoi Revit? Donc effectivement, Revit, je pense que nombre d'entre vous qui êtes présents, vous connaissez peut-être Revit, donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes présents même. Ce que vous attendez, c'est d'une part de pouvoir exploiter votre modèle 3D, que ce soit modèle architectural, ou deux, si vous voulez rapidement modéliser, comme vous savez, Revit, vous connaissez la rapidité par laquelle vous pouvez modéliser des éléments, et également le travail collaboratif, c'est-à-dire si vous récupérez un modèle d'un tiers ou d'un autre intervenant. Mettant ces deux éléments ensemble, on a d'une part donc le calcul et la facilité de modélisation. Et si on peut trouver, en trouvant un outil qui permet de lier ces deux éléments, on a ce qu'on peut appeler un bon outil de conception de calcul. Et ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on va voir dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, les méthodes de calcul. Ce qui concerne la descente de charge à gauche, je pense presque d'entre vous qui ont été en bureau d'études, ont travaillé en bureau d'études, vous connaissez cette méthode-là. C'est la méthode qu'on a appris à l'école, et moi, débutant il y a 10 ans environ en bureau d'études, c'est la méthode qu'on utilisait. Donc, je pense que c'est une méthode qui disparaîtra pas vraiment. Donc, moi à l'époque, j'avais mes plans que je calquais l'une sur l'autre, et à travers je repartissais les charges suivant les lignes de rupture sur mes poteaux et mes voiles. Et peut-être vous avez entendu parler également du logiciel CBS qui reprend cette méthode. Après, on commencé à voir les logiciels d'éléments finis qui ont apparu. Non, maintenant, je pense que vous connaissez tous la méthode des éléments finis, et la plupart des logiciels aujourd'hui utilisent cette méthode-là. Donc, pour moi, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est pas de comparer et de dire qu'une méthode est meilleure que l'autre, mais de mettre en avant un peu les points forts de l'élément fini, du moins.
La solution qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode d'éléments finis. Donc, j'ai voulu faire deux comparatifs assez basiques de cette méthode-là pour justement pouvoir avancer dans la présentation. Donc, la première méthode, donc premier exemple, c'est de voir ensemble la diffusion des charges horizontales. Pour moi, c'est assez évident que c'est un sujet qui est très important parce que du coup, la fiabilité, si on veut, du modèle, de la façon qu'il réagit, donc par rapport à la méthode de calcul, ça nous donne un peu un sens de comment en fait l'effort transmet dans la structure. Évidemment, à droite, on va voir que pour l'élément fini, juste pour information, le maillage, donc c'est un maillage moins de 0,5 mètres de distance entre nœuds. Et ici, donc c'est pour un diaphragme rigide, on arrive à trouver des valeurs assez proches, donc de moins de 0,1, de moins de 1 kN, plutôt, excusez-moi. Donc ici 11,35, 11,1. Donc ici, on peut trouver une certaine correspondance entre l'élément fini et la méthode classique, pour cet exemple-ci. Effectivement, ici, on a un appui qui est un appui glissant et des appuis, donc des appuis qui transmettent de façon égaux sur les différents éléments en poteau. Donc ici, pour la diffusion des charges verticales, également pour le modèle CBS, j'ai défini un source de portée de la dalle, et pour le modèle élément fini, un relâchement de bord. Donc là, pour le maxi 65 kN axiaux physique, on retrouve une valeur assez proche de 64,5 kN pour CBS. Donc, pour voir ensemble, ça veut dire qu'on voit qu'il y a une certaine correspondance entre les deux modèles. Mais je dirais que donc ces deux exemples, c'est pas évidemment c'est pas un exemple qui est exhaustif. Il convient de toute façon qu'on ait un regard objectif sur ce qu'on fait, ce qu'on modélise et ce qu'on calcule. Donc voilà, pour présenter la solution. Donc comment on procède pour à partir d'un modèle Revit et comment on sort en notre descente de charge. Je pense que vous connaissez les exports. Je pense que la plupart des solutions qu'on connaît aujourd'hui qui proposent justement la solution de pouvoir calculer avec Revit, la plupart ils utilisent cette solution-là. Parce que je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà un logiciel qui est assez performant, qui contient déjà un algorithme qui est très défini. Donc, pour eux, la méthode la plus viable, c'est de trouver un plugin d'export pour exporter la géométrie de Revit vers la formation de leur logiciel, pour que le logiciel puisse comprendre ce qui se passe. Le problème, disons, avec cette méthode-là, je pense que moi, plusieurs de mes collègues qui sont en bureau d'études et que sont mes collègues justement de Sophistic, on est rentré un peu dans cette méthode-là, si on peut dire. On se retrouve justement à avoir soit des pertes d'informations, des erreurs de géométrie, et souvent ce qui se passe, c'est qu'on perd plus de temps à tout remodéliser que justement à exporter le modèle. Donc ce qu'a fait Sophistic ici, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'exporter un modèle, nous, on va venir se rattacher au modèle. Parce que si vous voyez les autres logiciels Sophistic, vous verrez que c'est un peu la même philosophie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une interface dédiée ici, on va venir se rattacher à la géométrie pour pouvoir exploiter les informations. Et donc, si on regarde donc ce qui veut dire que c'est sous forme de plugin. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est que à partir de votre modèle de structural de Revit, donc vous avez défini vos éléments structure, ici, donc vos voiles, poteaux-poutres. Vous allez exploiter ces informations dans ce qu'on appelle le modèle analytique dans Revit. Donc ça, c'est déjà intégré dans Revit. C'est une information de calcul. Donc là, on le voit, vous avez la possibilité de visualiser des nœuds
connexion des nœuds, etc. Donc ça, c'est assez ce qu'on peut, c'est une correspondance avec ce que vous pouvez voir déjà dans votre modèle de calcul, dans votre logiciel de calcul visuel. Et là, vous allez définir, régénérer un modèle élément fini avec Sophistic. Et à la fin, pouvoir sortir votre tableau de descente de charge. Donc évidemment, quand on dit modèle, quand on dit logiciel de calcul, on dit que effectivement, on y a une phase intermédiaire pour, on a une phase intermédiaire justement pour vérifier le modèle de calcul. Donc la phase intermédiaire, c'est là où l'ingénieur va regarder si ce qu'il a modélisé est correct ou pas. Donc dans Revit, ce qui est correct ou pas, ça peut être de voir si ce qu'on a modélisé, justement, il y a des nœuds qui sont connectés ou pas, ou il y a des erreurs de géométrie ou des erreurs de calcul. Donc effectivement, le workflow, c'est comme ce qui est assez classique pour les logiciels de calcul, c'est on va vérifier, faire lancer une vérification analytique qui va premièrement vérifier les nœuds, la connexion des nœuds, l'analyser et pouvoir avoir un visuel de s'il y a quelque chose qui est bizarre ou pas. Donc, il va nous générer des avertissements si c'est le cas également. Ou si le modèle est validé selon nous, en fait, selon nos calculs, on pourra procéder à la génération de la descente de charge, donc, comme on voit ici. Donc, 3 étapes. On va passer à la modélisation. Je pense que ça, c'est un point, un sujet assez important parce que justement, quand on va parler de modélisation, on va parler également de la façon qu'on modélise pour avoir le moins d'erreurs possibles en termes de structure, d'analyse structurelle plutôt. Donc là, comme je disais tout à l'heure, le modèle que j'ai modélisé pour ce webinaire-là comprend des voiles arrondies, des réservations dans la dalle, toiture en pente également avec des porte-à-faux. Première chose justement à faire attention, c'est justement si on reprend des modèles externes, c'est de voir si le modèle analytique est activé. Donc dans l'onglet à droite, donc dans les propriétés, il va falloir voir si c'est bien activé ou pas. On sélectionne l'élément ici, donc activer le modèle analytique. Voilà. Dans ce cas-ci, c'est activé. Donc on passe au modèle analytique qui correspond vraiment, disons, à l'environnement calcul, si on peut dire. Donc ici, on active le fil de visualisation pour voir l'analytique. Également, quand on parle de modèle analytique, comme je disais tout à l'heure, la façon qu'on modélise est important. Donc le sens par laquelle, du coup, par exemple, si on prend l'alignement des voiles, la ligne de justification des voiles génère automatiquement la justification de la ligne analytique. Ce qui fait que, par exemple, si vous le définissez à l'axe du mur, bon, il va être au milieu. Ce qui peut faire que si vous le définissez de deux façons différentes entre deux niveaux, ce qui fait que vous pourrez avoir ce cas-ci, un mur qui est décalé. Dans ce cas, il va falloir l'ajuster. Donc, il y a effectivement des façons, donc là, c'est une façon de le faire qui est manuelle et qui peut être assez chronophage. Dans ce cas, c'est aligné. Effectivement, il y a des manières de faire plus rapide. En tout cas, je peut-être conseille d'aller sur le site de Sophistic pour voir. Ils ont mis à jour un document pour les bonnes pratiques de modélisation. Dans ce cas-ci, si peut-être ça peut vous intéresser également, on pourra faire un webinaire sur ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, une fois la géométrie définie, on va définir les appuis. Cette étape est assez classique, il n'y a rien de vraiment de particulier. On a juste à sélectionner la ligne et appliquer le type d'appui. On va passer à la définition de cas de charge. Définition de cas de charge, donc ça c'est une fonction déjà dans Revit. On va définir les cas de charge, pareil, il n'y a rien vraiment de particulier. Ici dans ce cas-là, donc c'est assez classique. L'application de cas de charge, voilà, ça, cette partie-là est assez intéressante. Je pense que c'est une des points forts
à mettre en avant justement dans cette facilité que je disais tout à l'heure d'utilisation, de modélisation. Donc ici, on va pouvoir, donc là c'est la premier type de chargement qu'on pourra, donc c'est des charges surfaciques hébergées qui appliquent directement la charge sur le panneau, donc vous n'avez pas à vous inquiéter si elle est appliquée sur le panneau ou pas. Deuxième chose, effectivement, vous pouvez, en fonction des lignes que vous dessinez, n'importe quelle forme, définir une charge suivant les types de géométrie que vous pouvez avoir sur votre projet, justement des limitations de charge d'exploitation par exemple. Les charges, et là on voit sur le panneau à droite que c'est là où on définit les valeurs des charges. Donc à tout moment du projet, vous pouvez le modifier. Donc ça reste, c'est un aspect assez fluide. Troisième chose, effectivement, vous pouvez également rajouter des charges trapézoïdales. Donc là, dans le cas, si vous avez des accumulations de neige, par exemple, facilement le faire. Une fois que vous le définissez, vous pouvez le modifier ici. Et je voulais rajouter ce point-ci. Donc là, c'est une fonction du plugin. Moi, je l'ai mis, je trouve c'est intéressant, comme moi, vous avez passé des années de votre vie justement à intégrer des changes de vent sur une toiture et que ça peut-être c'est une frustration pour vous. Là, je trouve que c'est une fonction qui est assez intéressante. Ça vous permet justement en définissant les lignes sur votre structure que le logiciel vous vous génère des zones de charge. Donc là, comme on a vu, ça nous a généré des petites zones de charge qu'on peut facilement modifier. Donc ainsi, vous avez votre zone FG, facilement les modifier. Une fois les charges définies dans le plugin, vous pouvez définir, visualiser les charges que vous avez définies. Donc là, faire avec le fil de charge. Pour le sens de portée, vous passez sur le plugin relâchement de bord. Le relâchement de bord, vous allez sélectionner le bord que vous voulez relâcher, ici en bleu. Peut-être, je ne sais pas si vous voyez en bleu. Cliquez sur relâchement de bord et vous sélectionnez les lignes que vous voulez libérer. Juste en libérant le calcul, vous voyez, en lançant le calcul, vous voyez que la charge appliquée sur les poutres, il n'y a aucune charge ici. Quand le moment est nul sur les deux poutres qu'on a relâché. Et une fois lancé le calcul, on va pouvoir visualiser les résultats. Donc là, on va visualiser les moments sur la poutre de riff. Voilà. Donc ça, c'est dans Revit. Voilà, on va passer présent à la démonstration. Donc, comme ce qu'on a vu ensemble, voici le modèle. Donc avec les voiles courbes circulaires, toiture en pente. Donc on va visualiser le modèle analytique. Donc là on a notre modèle analytique. Quand vous voyez notre chargement, nos appuis qui ont été définis. Le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est d'aller dans les cas de charge pour voir ce qui a été déjà défini. Donc là, comme je disais tout à l'heure, vous avez vos paramètres de cohérence, notamment les tolérances, etc., qui vont faire en sorte que vos notions connectées sont définis dans cette fenêtre-là. Une fois cette partie définie, vous allez passer au plugin. Ici, ça c'est la géométrie, l'architecture du plugin. Donc ça c'est un peu les fonctions qu'on va voir un peu ensemble aujourd'hui. Première chose, l'option d'analyse. Aujourd'hui, comme on va pas trop rentrer dans le dimensionnement en vecteur armé, ça va pas trop nous servir. Donc cette partie-là, on va laisser comme telle. Première étape, on va voir les matériaux. Donc, peut-être un bon réflexe d'avoir, c'est avant de lancer le calcul, c'est d'avoir défini des matériaux dans Revit. Le logiciel, il va effectivement trouver une correspondance entre ce qui a été défini dans Revit et ce qu'il reconnaît.
effectivement, si par exemple, si vous mettez que béton, si vous définissez pas la classe du béton, il va pas le reconnaître et du coup, il va falloir faire attention. Mais évidemment, vous pouvez à tout moment le modifier. Ici, comme vous pouvez voir, vous avez des paramètres assez exhaustifs, les propriétés de matériaux de calcul. Donc, c'est ces paramètres-là, effectivement, qui vont être utilisés pour le calcul. Section, pareil pour les sections, il va trouver une correspondance. Pour être à tout moment vérifier les sections, vous avez deux paramètres, autant pour la dimension, autant pour l'armature. L'armature, comme je disais tout à l'heure, c'est une possibilité de calculer avec le logiciel, mais pour le moment, on ne va pas le voir. On va définir des propriétés de base. Une dernière chose, le chargement. Vous avez vos corrections variables. Vous pouvez rajouter une nouvelle cas de charge. Donc ça, c'est, y a rien vraiment d'anormal à ce que vous avez peut-être l'habitude de voir en termes de workflow. Si ces informations vous conviennent, vous allez lancer une première vérification analytique. Cette vérification analytique, il va vous dire s'il y a des problèmes, disons, détection des erreurs dans votre modèle. Il va peut-être aussi vous donner des avertissements, donc il va falloir prendre en compte. Si il n'y a aucune erreur dans le modèle, on va passer à l'analyse. Donc en cliquant sur l'analyse, on va avoir cette fenêtre apparaître. Donc ici dans cette fenêtre là, on va pouvoir régler les paramétrages en géométrie, si on veut ignorer des ouvertures, etc. Sur l'ouverture dans la dalle, les gaines, etc. On peut soit les ignorer, le maillage, donc facilement raffiner le maillage localement si vous voulez le faire et analyser. Donc en calculer le modèle, vous allez voir, ça va très vite. On va pouvoir sortir une première visualisation du système. Donc vous avez cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre est assez intéressante parce que vous pouvez faire plusieurs choses avec. La première chose, c'est de visualiser ce que vous avez modélisé, donc de visualiser le maillage. Comme vous voyez, je ne sais pas si peut-être nombreux d'entre vous, si vous utilisez des robots, peut-être vous pouvez déjà apprécier la qualité du maillage. Je pense que vous serez d'accord avec moi que la qualité est assez intéressante. Donc ici sur cette fenêtre-là, vous pouvez vérifier si votre charge qui a été appliquée elle est correcte ou pas. Donc le charge, par exemple, si vous avez fait le vent, voir comment on déplace votre structure. Et également, c'est une autre fonction, c'est de pouvoir d'une part consulter la contrainte et d'autre part, qui est l'objet de la présentation, de consulter la réaction. Donc déjà, vous avez une première visuelle de la structure. Donc si c'est une information qui peut sembler être correcte, vous pouvez choisir l'explorateur de résultats pour sortir les moments fléchissants pour voir s'il y a des problèmes ou il y a des efforts qui sont trop importants dans vos sections. Et si ces informations vous semblent correctes, vous pouvez sortir les efforts. Donc en cliquant export, je suis allé un peu vite, export vers Excel, vous allez pouvoir sortir les résultats. Donc vous pouvez effectivement sortir les efforts, les poutres, poteaux, voiles, mon dimensionnement qui sont les dalles. Là pour l'exemple, pour le webinaire, on va choisir appui qui va nous sortir les réactions. Ça va nous ouvrir générer le tableau Excel. Donc aller dans Support Forces. Support Forces, vous allez avoir les éléments Revit qui vous permettront de sortir votre plan avec ces positions d'appui. Également ici, ça correspond aux appuis sophistiques et ici vous allez avoir vos efforts. Vous allez peut-être
mettre en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire dans Excel, hein, de mettre en forme et de filtrer les valeurs, etc., de pouvoir analyser la structure comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, vous avez votre tableau de descente de charge qui a été réalisé. Voilà, tout simplement. Donc, cette partie-là, ça c'est un point assez intéressant. Donc, tout simplement, si vous avez une structure, vous voulez analyser, c'est comme ça que vous pouvez procéder. À présent, je vais vous montrer d'autres options du plugin. Première option, vous avez une fonction qui s'appelle descente de charge. Elle est liée à aux fonctions vue de sous-système. Vue de sous-système, c'est un peu ce qu'on avait avec, si nombre, peut-être vous connaissez Robot, vous pouviez créer un sous-modèle. Mais la différence, c'est que par rapport au sous-modèle, c'est si vous créez un sous-modèle ici, donc là, je l'ai créé, c'est des étages, vous avez des appuis élastiques qui sont générés automatiquement. Donc ça, c'est un raider. Donc le logiciel, lui, va générer automatiquement les raiders en fonction des éléments qui sont en dessous. Donc vous avez l'aisance de vérifier vraiment de façon locale ce qui se passe dans votre structure. Et vous pouvez générer toutes sortes tout type de sous-systèmes en fonction de la sélection. Cette fonction descente de charge qui est assez intéressante, qui va vous permettre justement d'intégrer les charges des étages supérieurs sur la structure. Donc, ce que ça va vous intégrer dans votre modèle, c'est des charges physiques. Donc, quand je dis charges physiques, ça va être des objets Revit, donc ayant ces valeurs qui seront implantées sur votre modèle. Ainsi, vous aurez la liberté, justement, si c'est des cloisons ou des charges particulières, de les déplacer et d'avoir une certaine fluidité dans la façon que vous voulez concevoir votre modèle et pouvoir l'analyser ici avec l'outil. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire avec les sous-systèmes. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez différents sous-systèmes qui ont été générés en fonction des étages. Autre avantage de Revit, donc maintenant qui est intégré dans Revit, ça va être le phasage, les phases de construction. Donc c'est pas le phasage comme on entreprend dans le calcul, phasage béton, mais c'est les phases de construction. Donc ici, j'ai défini deux phases de construction, phase 1 et phase 2. Donc la phase 2, c'est la niveau supérieur. Donc, et là, phase 1, niveau inférieur, donc les 3 étages. Donc, ces deux phases-là, on peut les prendre en compte dans le calcul. Si nous allons voir l'utilisation système, vous voyez que là, on a la structure. En cliquant sur phase 1, je mets ma structure en phase 1. Phase 2, vous avez toute la structure. Donc, toute la structure complète. Donc, si vous voulez voir l'impact de l'étage sur la structure, vous pouvez facilement le faire. Et effectivement, comme on montrait tout à l'heure, si on regarde le nœud ici, vous pouvez voir l'impact, la différence sur les réactions par rapport à l'ajout des étages supérieurs. Donc ça, c'est facilement réalisable. Vous voyez comment c'est quelque chose qui est déjà intégré, donc c'est les avantages que vous pouvez avoir avec Revit. Donc voilà, donc en globalité avec tout ce qu'on a vu. Donc on peut dire que la facilité, la géométrie, l'architecture du plugin, comme vous pouvez voir, c'est pas un plugin qui est difficile à utiliser et qui nécessite vraiment une connaissance avancée comme d'autres logiciels. D'une part, vous avez cet outil qui est facile à utiliser. D'autre part, vous avez un outil de conception qui est assez maniable. Donc, vous avez une bonne outil de conception en calcul. Aujourd'hui, on n'est pas trop rentré dans le dimensionnement, mais sachez que c'est possible de réaliser des calculs, de faire vos dimensionnements poteau, poutre et dalle dans ce plugin. Donc, pour récapituler un peu ce qu'on a vu,
Donc, en termes de méthodologie, bon, on commence le projet soit à travers modélise à travers soit sur un calque qu'on a l'habitude de faire à l'époque avec sur AutoCAD, c'est-à-dire on peut intégrer une XREF et commencer à modéliser sa structure sur ce plan, ou on peut récupérer un modèle architectural qu'on travaille. Donc on va retravailler les familles, donc les familles, on va définir les éléments structuraux. On va entreprendre calculer notre structure, donc on a une analyse structurelle, vérifier notre structure et sortir les centres de charge. Et en parallèle, on pourra effectivement sortir les plans de conception, sortir les plans d'exécution, etc. Si on revient à la présentation, donc les fonctions supplémentaires qu'on a peut-être, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas vu, ça va être le dimensionnement béton armé. Et aussi, je dirais que bon, puisqu'on peut sortir les efforts dans les barres, si vous avez déjà vos feuilles de calcul que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez facilement les utiliser pour sortir les efforts et dimensionner vos éléments. Surtout si vous avez des assemblages ou si vous faites de la charpente métallique, par exemple. Aussi, ce qu'on n'a pas vu, c'est la gestion automatique des combinaisons, qui est gérée en interne dans le logiciel, en fonction des coefficients variables que vous avez définis. Ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a défini les charges, les cas de charge. Également, vous avez une liaison vers le module armature dans Revit. Donc, ce qui fait que sur cette base de calcul, vous pouvez générer les armatures. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à notre prochain webinaire où on parlera sur ce sujet-là, sur la partie armature dans Revit. Donc, on arrive à la fin de la présentation, qui a été assez, je dirais, assez simple. Je voulais rester le plus simple possible. Justement, je vous invite à revoir la présentation pour que justement que ça soit enlever d'une part un peu les mystères autour du calcul et que ça soit pour vous que vous voyez justement les avantages. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, que c'était possible déjà de modéliser, donc de calculer dans Revit. Donc les deux avantages, les possibilités qu'on peut avoir avec la définition des sous-systèmes et des phases de construction, lancer une analyse structurelle depuis Revit, donc on ne sort pas du logiciel, visualiser les résultats. Donc, vous pouvez dimensionner vos dalles, votre poutre, votre poteau, c'est pas un problème, c'est possible. Et sortir finalement sortir votre tableau de réaction dans Excel pour sortir votre descente de charge. Également, vous pouvez générer, on dit résultat, vous pouvez générer avec Sophistic vos notes de calcul. C'est possible également. Peut-être, comme je disais, si ça vous intéresse, si le sujet vous a intéressé, peut-être faire un autre webinaire un peu plus détaillé sur le sujet la prochaine fois. Donc, pour conclure, donc je conclus sur la page de Sophistic, pour dire que, en fait, en ce qui concerne la définition du modèle, on peut aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. On peut, avec Sophistic, par exemple, sur le module global, parce que Sophistic, c'est pas uniquement des plugins, c'est d'autres solutions. Vous pouvez intégrer, par exemple, le comportement sol-structure, l'interaction sol-structure. Si vous pouvez vraiment, en fait, aller encore plus en profondeur dans votre analyse, prendre en compte les phasages béton armé, prendre en compte la construction mixte, si le comportement acier-béton, c'est quelque chose qui est intéressante pour vous d'intégrer dans votre modèle, pour avoir une plus grande précision, etc. Les charges mobiles, le phasage, également dans le cas des ouvrages d'art plutôt, mais également si vous voulez le prendre en compte dans le bâtiment, parce que pour moi, ça m'est arrivé de devoir le prendre en compte sur un projet. Donc voilà.
Donc également, bon, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la partie BIM. Je vous invite justement, si la solution vous intéresse, d'aller sur notre site internet manandmachine.fr, de voir les solutions logistiques. Également, vous avez une version téléchargeable de 30 jours qui est disponible. Donc voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous le 2 juin pour un autre webinaire pour la partie ferraillage. Et donc effectivement, vous pouvez vous inscrire sur notre page manandmachine.fr/webinaire. Je suis Krishan Morkanda, ingénieur structure. Je vous disais, vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur mon portable ou mon mail, c'est mon adresse. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau rendez-vous, un nouveau webinaire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.